Un convoi est saisi et l'armée vacille. À l'aube, au Burkina Faso, un officier d'escorte retourne ses armes, coupe les communications, désarme ses propres hommes et garde l'équipement intact comme s'il attendait une étape suivante plutôt qu'un affrontement, tandis que la rumeur enfle et que chaque minute élargit le risque politique. Que dit Ibrahim Traoré quand il refuse l'impulsion du choc? 48 heures, pas une minute de plus. La promesse est simple, c'est d'expliquer, sans dramatisation gratuite, comment une crise de loyauté militaire peut être retournée par une décision de méthode plutôt que par une démonstration de force. L'enjeu n'est pas seulement l'interception d'un convoi, mais la façon dont l'autorité se protège quand l'adversaire se trouve à l'intérieur, connaît les procédures et mise sur la panique pour gagner du temps. Le bénéfice pour le public tient en une ligne, c'est comprendre comment une stratégie peut sauver des vies. Derrière cette scène, plusieurs risques se superposent. Il y a le risque opérationnel parce que du matériel destiné aux bases du Nord devient un levier. Il y a le risque de contagion parce qu'une trahison visible peut encourager d'autres fractures. Il y a surtout le risque de réputation, car chaque réaction trop brutale peut produire des victimes et chaque réaction trop molle peut ressembler à une perte de contrôle. Ibrahim Traoré choisit alors une voie qui force une question centrale. Quand l'État ne peut pas frapper sans coup humain, quelle forme de pression reste-t-il et sur qui doit-elle tomber en premier? 48 heures, c'est la durée annoncée et c'est aussi le piège. Au moins 20 hommes, c'est l'assise initiale du commandant et c'est précisément ce socle qui commence à se fissurer quand le temps devient une arme. D'après le récit d'origine, tout démarre un mardi ordinaire à Ouagadougou, quand un convoi suit l'autoroute N1 avec des blindés, des systèmes de communication et des fournitures médicales destinées aux positions du Nord. Rien ne semble exceptionnel jusqu'à ce que l'officier responsable ordonne l'arrêt puis retourne le canon contre ses frères d'uniforme. Les soldats hésitent, certains croient à un exercice, d'autres à une attaque extérieure, puis comprennent que la menace vient de l'intérieur. En quelques minutes, les communications sont coupées, l'équipement est confisqué, le convoi bascule sous contrôle. Un détail, présenté comme un premier indice, s'impose ensuite. Le commandant ne détruit rien. Il conserve le matériel intact, comme si la valeur résidait autant dans la possession que dans ce qu'elle doit déclencher. 2 heures plus tard, la nouvelle atteint l'état-major et la panique s'installe. Les hypothèses se multiplient: financement étranger, conspiration plus large ou achat par des réseaux extrémistes. Mais le récit insiste sur un fait. Personne n'est sûr de rien, et cette incertitude est précisément le terrain où une mauvaise décision peut produire un engrenage. C'est là que la réponse d'Ibrahim Traoré dévie des attentes. Au lieu d'envoyer immédiatement une force d'élite, de décréter un état d'exception ou de saturer l'espace public de menaces, il apparaît en vidéo, seul dans un décor sobre, et parle longuement. Il confirme la trahison, confirme la perte de matériel, puis déplace l'attention en posant une question sur le mobile: pourquoi un homme formé et rémunéré jetterait-il tout? Ensuite, il suggère que le commandant n'est pas un cas isolé, mais une pièce d'un réseau observé depuis des mois, sans livrer de nom à ce moment-là. Ce cadrage reconfigure la crise. Si le problème est un réseau, alors la réponse ne vise pas seulement un homme, mais la logique qui le tient. Et si la priorité est d'éviter des victimes, alors le tempo devient la variable centrale. Reste à comprendre ce que Traoré sait et comment ce savoir transforme l'attente en pression. À ce stade, le récit cesse d'être abstrait et se concentre sur des vies concrètes. Le commandant retranché n'est plus seulement un officier traître. Il devient un point de friction entre l'armée, la population civile et l'État. D'après le récit d'origine, le convoi n'est pas immobilisé dans une zone militaire isolée, mais stationné à proximité immédiate d'une école fréquentée. Un détail qui transforme la situation tactique en dilemme moral.
Pour les soldats désarmés, l'impact est immédiat. Ils se retrouvent pris entre l'obéissance passée à un supérieur et la conscience d'avoir été entraînés dans une trahison. Certains pensent encore participer à une opération légitime. D'autres comprennent progressivement qu'ils servent de boucliers humains involontaires. La peur n'est plus celle du combat, mais celle d'une confrontation qui ferait d'eux et des civils voisins des victimes collatérales. Du côté des habitants, la tension monte différemment. Des vidéos amateurs commencent à circuler, filmées par des riverains, parfois par des enfants. Elles montrent, elles montrent qu'on détenait des véhicules chargés de munitions stationnés devant un établissement scolaire. Ces images déplacent qu'avec l'émotion publique, la crise militaire devient une menace directe contre des familles ordinaires. L'indignation remplace la confusion et la pression sociale commence à s'exercer, non pas sur l'armée régulière, mais sur le groupe retranché. C'est dans cet espace que la posture d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. En refusant toute action militaire immédiate, il protège implicitement ses civils et transforme leur exposition en levier moral. La question n'est plus seulement comment reprendre le convoi, mais qui portera la responsabilité d'un éventuel bain de sang. En quelques heures, l'impact précoce est clair, la crise n'oppose plus un État à un mutin, mais un homme retranché à une opinion publique qui commence à se retourner contre lui. L'enchaînement des faits s'organise autour d'un pivot clair avant l'annonce du délai, puis après. Avant, tout ressemble à une crise militaire classique. Un convoi est intercepté, un officier fait défection, l'état-major craint une escalade rapide. Les premières heures sont dominées par l'incertitude, les hypothèses contradictoires et la pression médiatique. Beaucoup s'attendent à une réponse immédiate, une opération de force, un encerclement ou au minimum un ultimatum appuyé par des troupes d'élite. Le basculement intervient quand Ibrahim Traoré choisit une autre voie. Au lieu d'ordonner un mouvement militaire, il s'adresse directement à la population par une vidéo simple, sans mise en scène. Il confirme les faits essentiels, la trahison est réelle, le matériel est entre de mauvaises mains. Puis il change le cadre. Il ne menace pas, n'annonce pas de représailles immédiates, mais pose une condition temporelle, 48 heures, pour une reddition volontaire, avec la garantie d'un procès équitable. Ce moment marque la fin de la phase avant et l'entrée dans une séquence beaucoup plus calculée. Après cette annonce, la dynamique se renverse progressivement. Les analystes étrangers critiquent la décision, la décrivant comme naïve ou dangereuse. Certains médias évoquent un État au bord de la perte de contrôle. Les investisseurs, d'après le récit d'origine, commencent à douter de la stabilité du pays. Pourtant, sur le terrain, un autre phénomène se produit. Les réseaux sociaux locaux s'animent. Des vidéos circulent montrant la position exacte du convoi, son immobilisation devant une école et l'exposition directe des civils. La pression change de cible. Elle ne s'exerce plus principalement sur le gouvernement, mais sur le commandant retranché. Des familles exigent que les véhicules quittent la zone scolaire. Des organisations appellent au calme, mais demandent aussi des garanties pour les enfants. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré ne fait aucun geste supplémentaire. Il ne déplace pas de troupes, ne publie pas de nouvelles menaces et laisse le compte à rebours avancer. Les premières 24 heures passent sans reddition. Puis un phénomène inattendu apparaît. Des hommes fidèles au commandant commencent à se désolidariser. Un par un, ils quittent la position, souvent de nuit, et se rendent aux autorités. Leurs témoignages convergent. Ils pensaient participer à une opération légitime, pas à un acte de trahison mettant des civils en danger. Chaque défection affaiblit le noyau dur retranché et renforce l'isolement du chef. À 12 heures de l'échéance, le commandant tente une dernière manœuvre.
Il contacte la presse, affirme disposer de soutien extérieur et accuse Ibrahim Traoré de bluff. Cette prise de parole, censée montrer de la force, devient en réalité le déclencheur de l'étape suivante. La séquence après est désormais prête, le temps, l'opinion publique et les faits matériels convergent contre un seul homme. La question devient alors inévitable: comment cette accumulation d'indices va-t-elle être transformée en preuve décisive? Avant la publication du document, la situation repose sur des soupçons et des récits contradictoires. Après, elle se réorganise autour d'éléments vérifiables qui déplacent définitivement le rapport de force. Cette transition, annoncée sans emphase, constitue le cœur de la démonstration. La première donnée clé concerne le temps, un délai de 48 heures, annoncé publiquement, puis respecté sans ajustement, crée un cadre mesurable où chaque heure ajoute de la pression du côté du retranché plutôt que de l'État. La seconde donnée touche à la preuve elle-même, un contrat daté de 6 mois plus tôt, présenté comme pièce centrale, rompt l'ambiguïté sur les intentions. Le document publié, d'après le récit d'origine, n'est pas un simple communiqué. Il s'agit d'un contrat de conseil militaire signé par le commandant, lié à une société écran enregistrée dans un paradis fiscal. La promesse financière est précise: 3 millions de dollars, assortie d'avantages matériels et de garanties à long terme. Cette somme, présentée sans commentaire excessif, suffit à requalifier l'acte. La trahison cesse d'être interprétée comme idéologique ou opportuniste. Elle devient transactionnelle, mesurable et donc juridiquement attaquable. Une phrase suffit pour l'expliquer: l'argent fournit le mobile et le contrat fournit la trace. La troisième couche de preuve concerne la traçabilité. Le contrat comporte une signature numérique vérifiable, un cachet notarial international et des traces de virements partiels. Chaque élément pris isolément pourrait être contesté. Ensemble, ils forment un faisceau cohérent. C'est là que la méthode apparaît: publier un seul document, mais suffisamment robuste pour résister à la contestation publique immédiate. En termes simples, l'État ne demande plus à être cru, il invite à vérifier. Un autre indicateur chiffré joue un rôle discret, mais décisif: la durée de la communication initiale. La vidéo d'environ 23 minutes, sans montage ni décor, contraste avec les déclarations brèves et martiales attendues dans ce type de crise. Ce choix rallonge volontairement le temps d'exposition du message, permettant d'installer une logique avant d'imposer une conclusion. Là encore, la donnée n'est pas spectaculaire, mais elle structure la réception. Le delta se mesure aussi dans les comportements observables. Avant la diffusion du contrat, le noyau retranché compte au moins 20 hommes armés. Après, les désertions commencent. En l'espace de 24 heures, plusieurs quittent la position et se rendent. À 12 heures de l'échéance, le commandant reste isolé. À 6 heures de la fin, l'équation est claire: le soutien s'est effondré sans qu'un seul tir ne soit échangé. Chaque tranche de temps marque une perte mesurable de capital humain pour le mutin. Enfin, la donnée la plus importante est peut-être la plus simple: zéro victime civile durant toute la séquence. Ce résultat, implicitement comparé à des scénarios d'assaut, sert de référence silencieuse. Ibrahim Traoré n'a pas besoin de le proclamer, il s'impose par contraste. La preuve n'est pas seulement écrite, elle est incarnée par l'absence de mort, l'intégrité du matériel récupéré et l'ouverture d'une procédure judiciaire formelle. À ce stade, la question change encore de nature: comment répondre à ceux qui continuent de qualifier cette approche de faiblesse stratégique, malgré l'accumulation de données contraires? Les critiques les plus sérieuses suivent une logique cohérente et méritent d'être prises au sérieux. Un premier argument avance que accorder un délai public à un officier retranché crée un précédent dangereux. Selon cette lecture, cela pourrait encourager d'autres actes de défiance en suggérant qu'une trahison offre du temps, de la visibilité et une tribune.
Un deuxième argument soutient que l'absence de démonstration de force immédiate affaiblirait la dissuasion. Dans des contextes d'instabilité régionale, certains analystes estiment qu'un État doit frapper vite pour signaler qu'aucune négociation implicite n'est possible. Enfin, une troisième critique porte sur l'exposition médiatique. Publier des éléments de preuve en pleine crise pourrait, selon eux, compromettre des procédures ultérieures ou révéler des capacités de renseignement. Ces objections reposent sur des hypothèses classiques de gestion de crise, mais les faits observés permettent d'y répondre point par point. Concernant le précédent, le délai n'est pas accordé sans condition. Il est borné, public et assorti d'une menace juridique explicite. La fenêtre de 48 heures ne récompense pas la trahison. Elle l'enferme dans un compte à rebours qui réduit progressivement les options du retranché. L'effet mesurable n'est pas l'émulation, mais l'isolement, comme le montrent les désertions successives. Sur la dissuasion, l'argument suppose que la force visible est la seule variable crédible. Or, dans ce cas précis, l'usage immédiat de la force aurait exposé des civils, ce qui aurait produit un coût politique et humain supérieur. La dissuasion ne disparaît pas, elle change de forme, elle s'exerce par la certitude de la preuve et par l'inéluctabilité du procès plutôt que par la vitesse de l'assaut. Quant au risque procédural, la publication d'un document unique, vérifiable et limité réduit paradoxalement l'exposition. Il ne s'agit pas d'un déversement d'informations sensibles, mais d'une pièce centrale suffisamment solide pour cadrer le récit public sans dévoiler l'ensemble du dispositif de renseignement. La réaction observée confirme cet effet. Au lieu de fragiliser l'État, la preuve publiée déplace la charge de justification vers le commandant retranché. Pour résumer, la stratégie critiquée comme faible repose en réalité sur un calcul différent des coûts. Elle accepte un risque contrôlé à court terme pour éviter des pertes irréversibles et produire un effondrement interne du camp adverse. La question suivante devient alors: à quel moment cette approche révèle son véritable pivot stratégique? Ce point médian clarifie enfin la logique qui sous-tend l'attente. En laissant courir le délai sans geste spectaculaire, l'État transforme une crise tactique en épreuve morale et informationnelle. Le convoi n'est plus seulement un objet saisi, il devient un révélateur. Chaque heure passée accroît la visibilité de l'impasse, rend plus coûteuse toute escalade et rapproche l'isolement du chef retranché. La stratégie n'est pas l'inaction, mais la synchronisation. À ce moment précis, un élément change l'équation: la circulation publique d'images montrant les véhicules devant une école. Cette exposition n'est pas orchestrée comme une campagne officielle, mais elle agit comme un amplificateur. Elle redéfinit l'audience du conflit. La pression ne vient plus d'un face-à-face armé, mais d'une communauté qui observe, commente et exige la protection des civils. La temporalité devient asymétrique, l'État peut attendre, le retranché non. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré prend sa forme la plus lisible. En ne parlant plus, en ne déplaçant aucune troupe, il laisse le mécanisme opérer. Le silence n'est pas un vide, c'est un cadre. Le compte à rebours transforme les soutiens en passifs, les promesses extérieures en hypothèses invérifiables et la loyauté affichée en coût personnel croissant pour chaque homme encore présent. Le pivot central tient en une phrase implicite: quand la force mettrait des innocents en danger, le temps correctement exposé peut devenir l'arme la plus décisive. Les effets de cette séquence ne se limitent pas à l'arrestation d'un officier. Ils se déploient différemment selon les acteurs touchés et c'est là que la portée réelle apparaît. Pour l'État d'abord, la récupération intacte du convoi et l'absence de victimes civiles constituent un résultat mesurable. La décision d'attendre, assumée publiquement par Ibrahim Traoré, protège la capacité opérationnelle tout en évitant un coût humain qui aurait immédiatement fragilisé
la légitimité gouvernementale. La crise se referme sans état d'exception durable, sans bombardement, et avec une procédure judiciaire enclenchée, ce qui stabilise le récit institutionnel. Pour l'armée, les conséquences sont internes et profondes. La défection progressive des hommes retranchés, suivie de la reddition finale, envoie un signal clair sur la hiérarchie des loyautés. Les témoignages concordants de soldats qui se rendent indiquent un seuil moral franchi. Participer à une opération présentée comme normalement légitime n'équivaut pas à assumer une trahison exposant des civils. Le message implicite est double. D'un côté, la trahison transactionnelle est traçable et punissable. De l'autre, la reddition encadrée ouvre la voie à un traitement légal plutôt qu'à une élimination sommaire. Cette combinaison renforce la discipline sans recourir à la terreur. Pour la population, l'impact est immédiat et tangible. Les images diffusées autour de l'école déplacent la crise dans l'espace civique. Les familles, les enseignants, les riverains deviennent des parties prenantes symboliques. Lorsque la reddition intervient avant l'échéance, le soulagement collectif n'est pas abstrait. Des enfants quittent l'école indemnes et la violence annoncée n'a pas lieu. Cette absence d'issue sanglante devient un résultat en soi, souvent plus convaincant que des déclarations officielles. Elle ancre l'idée qu'une protection effective des civils peut primer même en situation de haute tension. Pour la région, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Le contenu source indique que des pays voisins commencent à examiner leurs propres forces armées à la recherche de réseaux similaires. La révélation d'un mécanisme de cooptation, promesses financières, structures offshore, contrats de conseil, agit comme un avertissement. En exposant publiquement la méthode plutôt que de traiter l'affaire dans l'ombre, Ibrahim Traoré transforme un incident national en signal régional. Le coût de la trahison augmente non par la peur d'une frappe immédiate, mais par la probabilité d'une exposition documentée. Ces conséquences s'additionnent et produisent un effet cumulatif. L'État conserve sa capacité, l'armée clarifie ses lignes rouges, les civils sont protégés et la région observe une nouvelle façon de neutraliser une menace interne. Le point commun est le même, la pression s'exerce sans escalade militaire et les résultats sont visibles. La suite logique consiste alors à projeter cet épisode dans le temps. Si cette méthode a fonctionné une fois, que peut-elle produire dans les 6 à 12 mois à venir? À moyen terme, cet épisode ouvre 3 trajectoires plausibles, chacune conditionnée par la manière dont les acteurs interprètent la séquence et ajustent leur comportement. Dans un scénario de base, l'effet principal est institutionnel. La procédure judiciaire suit son cours, l'armée intègre les leçons de traçabilité et de loyauté, et l'État consolide une doctrine de gestion de crise fondée sur la preuve et le tempo. Dans ce cadre, les tentatives de déstabilisation interne deviennent plus coûteuses, non parce qu'elles sont immédiatement écrasées, mais parce qu'elles exposent rapidement leur motivation et leur soutien. La stabilité s'améliore sans suppression des risques, mais avec une capacité accrue à les contenir. Dans un scénario optimiste, l'exposition publique du mécanisme de cooptation produit un effet dissuasif élargi. Des audits internes se multiplient, des canaux de signalement sont renforcés et les promotions deviennent plus étroitement liées à des indicateurs d'intégrité. Dans ce cas, l'épisode sert de catalyseur à une réforme silencieuse. Les réseaux transnationaux, confrontés à un risque accru de preuves documentées, déplacent leurs efforts vers des terrains moins visibles. Le gain n'est pas seulement sécuritaire, il est aussi réputationnel, car la capacité à résoudre une crise sans victime devient un argument de crédibilité régionale. Dans un scénario pessimiste, la méthode est mal limitée.
D'autres acteurs tentent d'appliquer un délai public sans disposer des éléments probants nécessaires, transformant l'attente en vacance du pouvoir. Dans cette hypothèse, l'absence de preuves solides fragilise la posture, encourage des paris opportunistes et rallume la critique d'une faiblesse perçue. Le risque ne vient pas de la stratégie elle-même, mais de son application hors contexte sans maîtrise des conditions initiales. Ces trajectoires partagent un point commun, le facteur décisif n'est pas la force brute, mais la qualité des prérequis. Sans documentation vérifiable, sans contrôle de l'information et sans protection des civils, le temps cesse d'être un atout. À l'inverse, lorsque ces conditions sont réunies, l'attente devient un multiplicateur de pression. Une recommandation de méthode s'impose alors, sans assigner de probabilité, si l'objectif prioritaire est d'éviter des pertes irréversibles, alors le tempo doit être conçu comme un instrument, pas comme une concession. Cela implique de définir à l'avance les seuils de preuve, les fenêtres temporelles et les issues procédurales, afin que chaque heure écoulée rapproche d'une résolution plutôt que d'une dérive. La question suivante n'est donc pas faut-il reproduire cette approche, mais qui est prêt à investir dans les capacités qui la rendent possible. C'est à ce niveau que l'épisode cesse d'être un cas isolé et devient un test de gouvernance. À ce stade, l'épisode cesse d'être seulement une analyse institutionnelle et touche des expériences plus larges que beaucoup reconnaissent. Pour les citoyens, il interroge une attente simple mais rarement satisfaite: être protégé sans devenir des dommages collatéraux. La scène de l'école, centrale dans le récit, cristallise cette attente. Elle rappelle que les décisions prises loin du quotidien retombent toujours et redorment toujours sur des lieux ordinaires, peuplés de familles qui n'ont aucun levier sur la crise mais en supportent les risques. Pour les professionnels, notamment ceux engagés dans des organisations hiérarchiques, l'histoire met en lumière un dilemme familier: obéir à une autorité immédiate ou s'arrêter quand l'ordre reçu bascule dans l'illégitime. Les désertions observées ne sont pas présentées comme des actes héroïques, mais comme des choix tardifs sous pression morale croissante. Elles illustrent une idée inconfortable: la loyauté n'est pas un état permanent, mais une décision renouvelée quand le contexte change. Pour les observateurs extérieurs, enfin, l'épisode agit comme un miroir. Il pose une question sur la manière dont on évalue la force. Est-elle mesurée à la rapidité de la riposte ou à la capacité d'absorber une provocation sans produire de victimes irréversibles? La gestion du temps, de l'information et de la preuve apparaît ici comme une compétence aussi déterminante que la puissance matérielle. Deux pistes concrètes émergent pour le spectateur. La première est une vigilance accrue face aux récits simplistes qui opposent action et faiblesse. La seconde est une attention portée aux conditions invisibles d'une décision réussie: préparation, documentation et acceptation du coût politique à court terme. Ces éléments déplacent le regard. Ils invitent à juger une crise non seulement par son issue spectaculaire, mais par ce qui n'a pas eu lieu. Et c'est précisément cette absence de mort, de chaos, d'escalade qui relie ce récit à des préoccupations bien au-delà du cas étudié. À partir de cet épisode, une feuille de route pragmatique se dessine, non comme une recette universelle, mais comme une séquence conditionnelle. D'abord, il faut documenter avant de parler. L'efficacité observée repose sur l'existence préalable d'éléments vérifiables, capables de soutenir un récit public sans dévoiler l'ensemble des capacités de renseignement. Sans cette base, toute attente devient vulnérable. Ensuite, il s'agit de cadrer le temps. Le délai annoncé n'est ni flou ni extensible. Il est public, borné et associé à une issue procédurale claire, ce qui transforme chaque heure écoulée en pression asymétrique. Puis, il faut protéger les civils comme contrainte non négociable. Le choix de ne pas intervenir militairement immédiat s'explique par un risque précis et localisé.
Cette contrainte structure l'ensemble de la décision et en devient la justification centrale. Après cela, il convient de publier peu, mais juste. Un document unique, robuste, suffit à déplacer la charge de la preuve. L'objectif n'est pas de convaincre par volume, mais d'inviter à vérifier. Enfin, il s'agit de laisser l'opinion agir sans l'orchestrer. Les images et les réactions sociales jouent un rôle décisif précisément parce qu'elles ne sont pas présentées comme une campagne officielle. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un geste isolé que comme l'aboutissement d'un enchaînement préparé. La reddition finale n'est pas obtenue par concession, mais par l'épuisement des alternatives crédibles du camp adverse. La justice peut alors prendre le relais sans urgence artificielle. Ces enseignements dessinent une méthode exigeante. Elle suppose des capacités en amont, une tolérance aux coups politiques immédiats et une acceptation du silence comme outil. La question qui demeure est simple et inconfortable. Combien d'institutions sont réellement prêtes à investir dans ces prérequis avant que la prochaine crise n'éclate? La conclusion revient à l'image la plus simple du récit, un choix fait loin du bruit, puis assumé jusqu'au bout. La crise ne se termine pas par une arrestation spectaculaire, ni par une victoire militaire exhibée, mais par une scène presque ordinaire, une reddition, une escorte discrète et l'ouverture d'un procès. Ce contraste constitue le cœur émotionnel de l'épisode. Il rappelle que l'autorité peut s'exprimer sans démonstration de force et que la retenue peut produire des effets plus durables que l'impact immédiat. En recevant personnellement le commandant après sa reddition, Ibrahim Traoré ne cherche pas l'humiliation publique. Le geste est sobre, presque administratif. La phrase qui suit la loi suivra son cours, aucun homme n'est au-dessus de la justice, agit comme un rappel du cadre, non comme une menace. Pour beaucoup, c'est précisément cette normalité qui frappe. Elle referme la crise sans la transformer en mythe violent. Le motif introduit plus tôt, celui de l'école restée intacte, revient ici comme une mesure silencieuse du succès. Rien n'a explosé, personne n'a été sacrifié pour sauver l'apparence du contrôle. La fidélité est récompensée, la trahison exposée, et le récit s'achève sans glorifier la destruction. La phrase qui reste en suspens est simple. La force réelle se voit-elle dans ce qui est détruit ou dans ce qui est préservé? Ce dernier mouvement ne cherche pas à conclure de manière fermée, mais à élargir la réflexion. L'épisode observé au Burkina Faso agit comme un symbole plus large, celui d'un pouvoir confronté à la tentation de la réponse immédiate, et qui choisit pourtant un chemin plus lent, plus risqué en apparence, mais potentiellement plus stable. Il ne s'agit pas d'ériger un modèle à copier, ni d'idéaliser une situation singulière, mais d'interroger ce que cet enchaînement révèle sur les attentes contemporaines envers l'autorité. Dans de nombreux contextes, la pression publique pousse à confondre vitesse et efficacité, visibilité et fermeté. Ici, le contraste invite à une autre lecture. La crédibilité peut aussi naître de la cohérence de la preuve et de la capacité à accepter un coup politique à court terme pour éviter des pertes irréversibles. Cette idée dépasse le cadre militaire. Elle touche à la manière dont les crises sont racontées, jugées et mémorisées. La discussion reste ouverte, elle concerne autant les institutions que les citoyens, les observateurs que les décideurs. Face à une crise interne, qu'attend-on réellement d'un leadership, une réaction immédiate qui rassure ou une résolution qui préserve ce qui compte le plus?